Alors, vous avez bien compris, je ne vais pas vous faire une communication sur la poésie contemporaine ou la poésie en général, etc. J'ai essayé de reprendre le texte introductif de Jean-Yves Masson, que vous avez sans doute lu, puisqu'il est dans le programme du banquet, essayer donc de partir de ces questionnements à lui pour tenter d'ouvrir quelques pistes de réflexion. Ça va être, je vais intervenir, vous verrez, ce sera beaucoup sous la forme de questionnement et pas vraiment d'affirmation. De toute façon, j'ai rien à affirmer en matière de poésie, juste à m'interroger comme est-ce que ça va au niveau du son? C'est bon? Parfait. Juste à m'interroger avec vous en espérant que ces 3 journées permettront aussi de nous poser des questions sur la poésie contemporaine, la poésie en général. Je vous demande un peu d'indulgence évidemment, mais après tout j'y suis, on va se jeter à l'eau, on verra bien. Vers la fin du mois de septembre 1871, une scène étrange se déroule à Paris, sur le quai de la gare de l'Est, qu'on appelait encore la gare de Strasbourg. 2 hommes, plutôt bourgeoisement vêtus, l'un le front déjà dégarni, le visage ceint d'une barbe finement taillée, l'autre, belle chevelure frisée, moustache de sapeur, attendent. Le premier est un poète déjà reconnu dans les cercles parisiens de son temps, c'est Paul Verlaine. Le second est en ce moment plus occupé à rechercher le moyen de produire des pierres précieuses que de travailler sa rime. Il vit dans un appartement qu'il a transformé en atelier. Il est né à quelques kilomètres d'ici, à Fabrezan, dans une famille originaire de La Grasse. Poète, chimiste, alchimiste, inventeur, lui-même ne sait pas encore très bien ou simplement s'en moque. Il s'agit de Charles Cros. Ils sont venus à la rencontre d'un jeune homme, bientôt âgé de 17 ans, qui a répondu à l'invitation de Verlaine en personne. « Venez, chère grande dame, on vous appelle, on vous attend. » Arthur Rimbaud descend du train en provenance de Charleville, avec en poche son poème « Le bateau ivre ». Et l'incroyable se produit, il ne se voit pas, il se manque. À défaut de leçon inaugurale dont le mauvais sort nous prive, et toutes nos pensées amicales, bien sûr, vont vers Jean-Yves Masson, nous tenons peut-être là, en tout cas je me risque à vous la proposer comme telle, une scène inaugurale, posant la question qui alimentera sans doute les discussions du week-end, comment, dans une foule anonyme, reconnaître un poète? À quoi reconnaît-on un poète? Dans le texte qui accompagne le programme du banquet d'automne, qui nous rassemble jusqu'à dimanche, Jean-Yves Masson s'interroge sur l'état de la poésie, sa reconnaissance. Je le cite, « La poésie aujourd'hui, qui concerne-t-elle? Suite un constat, pour le moins accablant, faible vente, tirage réduit, indifférence de la grande presse, rares grands éditeurs, tout cela est vrai, hélas. Indiscutable même. La poésie est vouée à une forme de clandestinité, dit encore Jean-Yves Masson. Reléguée, elle se fait rare sur les rayons de plus en plus dissimulés des librairies. Elle n'est plus à portée de main, comme elle le fut dans un passé pas si lointain, où l'on pouvait encore rêver de gloire au prix de quelques vers bien troussés. Et pourtant, la poésie existe. Ce banquet en porte témoignage puisqu'il accueille Olivier Barbaran, Arnaud Bertina, Yvan Mignot, Serge Pey, Jaime Sacré, ajoutons Valérie Rousseau, malheureusement empêché, mais qui devait être des nôtres cet après-midi. Tous poètes vivants, actifs, reconnus parce que publiés, pour certains distingués, pas plus tard qu'il y a quelques jours, le prix Apollinaire pour Serge Pey. Et écoutez, car ils parviennent, nous en sommes la preuve, à rassembler autour d'eux des auditoires. Ce banquet devrait donc rendre compte du paradoxe selon lequel la poésie, qu'à bon droit Jean-Yves Masson estime exclue du champ des débats contemporains, exclue du champ social, politique, intellectuel et artistique, la poésie existe malgré tout. Avant de nous interroger sur les raisons de cette exclusion et les moyens, s'ils existent, d'y remédier, peut-être pourrions-nous regarder d'abord du côté des formes même de son existence aujourd'hui. La poésie est imprimée, évidemment, le livre restant le plus sûr
des véhicules à l'heure où Internet n'a toujours pas fourni de preuves de sa fiabilité. On rencontre certes sur la toile quelques expériences novatrices, mais dans un amas d'une densité qui montre qu'on écrit beaucoup de poésie aujourd'hui, elle demeure là encore très marginale. En gros, Internet ne change rien à la problématique. On édite donc toujours de la poésie, quelques grands éditeurs s'y risquent. Il en est même d'assez audacieux pour publier en quelques 1200 pages les œuvres des dernières années de la vie de Velimir Khlebnikov, j'ai nommé Verdier. Il en sera question demain soir avec son traducteur Yvan Mignot, dont nous pouvons déjà ici saluer l'immense travail. Le livre poétique a su prendre dans le temps des formes multiples. Les livres dits d'artistes, imprimés, manuscrits, illustrés par des peintres, des photographes, des plasticiens en général, constituent depuis plus d'un siècle un lieu privilégié de l'expression poétique. Certains de ces livres chèrement vendus sont d'authentiques chefs-d'œuvre typographiques. Ils sont l'apanage des collectionneurs. D'autres sont dits pauvres parce que réalisés avec peu de moyens. Diffusion confidentielle, direz-vous, c'est juste. Cela fait même partie du cahier des charges, si j'ose dire. Mais diffusion tout de même, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces livres sont des lieux de confrontation entre des langages que portent des hommes et des femmes, artistes. Nous en avons dans la région un très bel exemple avec Pierre-André Benoît, connu sous le nom de Pab, ses initiales, poète, peintre, plus livreur en tant que fabricant de livres qu'éditeur, et auquel un musée est consacré à Alès. La poésie visuelle fait aussi partie des pratiques contemporaines, héritière du coup de dé de Mallarmé, qui inaugurait la disposition typographique comme élément de l'œuvre à part entière, héritière encore des calligrammes d'Apollinaire. Cette poésie s'affiche, s'expose, se regarde. Je me permets au passage de signaler, toujours dans les régions, un lieu expérimental de ce type d'expression poétique, la Galerie 13 d'André Robert à Ille-sur-Tête dans les Pyrénées-Orientales, qui publie des livres mais aussi une revue, Nuire, dont le 3e numéro vient de sortir et qui donc propose des exemples de cette poésie visuelle. Je le laisse là, si vous voulez le consulter, il est à votre disposition. La poésie sonore maintenant, elle a toujours ses adeptes. Depuis ses origines les plus lointaines, la poésie a vocation à être dite. Nous en entendrons tout à l'heure avec la lecture des textes de Valérie Rousseau par Valérie Schley, et puis ce soir au cours de la soirée lecture proposée par les étudiants de Toulouse. La poésie est aussi chantée, psalmodiée, rythmée, accompagnée d'une gestuelle. Nous reconnaissons là les traits caractéristiques de la performance poétique. Je mets ce terme entre guillemets car je lui préfère de beaucoup celui de poésie publique, qui consiste en une mise en situation de la parole, définition que Serge Pey donne de sa propre expérience et dont il nous parlera sans doute dimanche en clôture du banquet. Ce rapide tour d'horizon permet de situer la diversité des pratiques poétiques contemporaines. C'est tout cela la poésie aujourd'hui, une réalité plurielle qui pose la question de ses propres frontières, mais ne résout pas, j'en conviens, celle de sa confidentialité. Revenons donc au commencement. À quoi reconnaît-on un poète? Assurément pas à sa mise vestimentaire, ni à son allure. Verlaine et Charles Cros ont été incapables de distinguer Rimbaud dans la foule. Rimbaud, qui est passé probablement à côté d'eux, les a frôlés, ne les a pas vus non plus. C'est donc ailleurs que ça se passe, visiblement pas sur un quai de gare, entre deux trains, à une heure de pointe. Là où ça se passe, c'est dans la langue. Quand Verlaine invite sa chère âme à le rejoindre à Paris, il a reconnu en Rimbaud le poète parce qu'il en a lu. On sait quel texte l'adolescent lui envoya à la fin de l'été 1871. C'est Ernest de La Haye, l'ami d'enfance, qui les a recopiés de sa main. Il le raconte dans ses souvenirs familiers à propos de Rimbaud. Dans le premier envoi, puisqu'il y en a eu deux, s'était glissé les effarés, accroupissement, les douaniers, le cœur volé, les assis. Puis dans un second envoi, mes petites amoureuses, les premières communions et un poème sur la commune de Paris qui s'intitule « Paris se repeuple ». Poème impeccable, comme Baudelaire avait qualifié de poète impeccable Théophile Gautier dans la dédicace des Fleurs du Mal, écrit à l'évidence par une main virtuose, mais poème où s'exprime déjà cette révolte, si indissociable de la poésie même, pas la poésie officielle et courtisane qui existe toujours et eut ses plumes illustres, mais la poésie qui bouscule,
la poésie qui renverse, la poésie en tant qu'acte révolutionnaire. Entendons-nous, nul ne sait précisément si Rimbaud a participé ou pas aux événements de la Commune du printemps 1871. Au fond, peu importe. L'essentiel est ailleurs, dans la langue, que le jeune poète bouscule, distord, révolutionne. Voilà sans doute ce que Charles Cros, futur fondateur du groupe des Utiques, a décelé en Rimbaud. Il a vu en lui le révolutionnaire de la langue qui est peut-être, mais c'est une question que je pose, la marque distinctive du poète, ce à quoi on le reconnaît. Si l'on admet cette perspective, on voit tout de suite s'ouvrir les frontières du poétique. Comment, en effet, à partir de là, refuser à Pierre Michon, je prends cet exemple parce que son nom a quelque résonance en ces murs, et tout près d'ici à Verdier, mais convenons que d'autres écrivains avec lui sont dans ce cas, comment refuser à ce genre d'écrivain le qualificatif de poète? Dans un tout autre registre, souvenons-nous, histoire de nous énerver un peu quand même, de la polémique suscitée il y a 2 ans par l'attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan. Si la question des frontières est complexe, n'est-ce pas parce que le champ de la poésie s'illimite lui-même? J'y reviens. À quoi reconnaît-on un poète? À quoi reconnaît-on qu'un écrivain est poète? Nous pourrions nous risquer sur un point, que la poésie se reconnaît en ce qu'elle se situe dans l'en avant de la langue. Nous sommes ici dans une région où les premiers poètes connus et reconnus furent désignés sous le nom de trouveurs. Les troubadours avaient vocation à troubar, c'est-à-dire chercher d'abord, mais avec l'impératif de trouver l'accord parfait entre la langue et son champ intérieur, ce que l'on nommera la lyrique. Écoutons la voix de l'un d'eux, qui vécut tout près d'ici, en Cabardès, Raymond de Miraval. Apenos sai d'un m'apren, suquen chantan mausets dir, cum peits trac et plus mazir, mails et munchan esdeben. Je sais à peine d'où je tire le sujet des chants que vous m'entendez chanter, puisque plus je souffre et plus je suis triste, mieux je réussis dans mon chant. Raymond de Miraval souffre pour la femme qu'il aime et qu'il célèbre ici. Rimbaud ne se souviendra-t-il pas de ce chant intérieur dans Adieu, le poème qui clôt une saison en enfer, où il voit encore la poésie comme un moyen de parvenir à la vérité dans une âme et dans un corps. La traduction que j'ai donnée de Raymond de Miraval est de Gérard Zucchetto, dans son anthologie intitulée La Troupe, et qui rassemble tous les textes actuellement identifiés des troubadours occitans des XIIe et XIIIe siècles. C'est une somme considérable, un travail de Gérard extraordinaire. Le travail de toute une vie. Les poètes présents autour de nous pour ce banquet sauront dire beaucoup mieux que moi en quoi consiste, selon leur propre expérience, cette soif jamais complètement étanchée d'une langue qui se fait en se réinventant sans cesse. Ne cherche-t-elle pas son accomplissement hors des sentiers battus de la notoriété et du succès littéraire? Il est temps pour moi de passer la main. L'heure tourne, puisqu'il ne s'agit évidemment pas de conclure ici, mais de laisser maintenant la parole à la langue. Non sans cependant avoir rappelé que nous vivons ici, entourés de lieux où la poésie a laissé quelques traces durables. À Narbonne sont nés Pierre Reverdy et Joé Bousquet. À Carcassonne, Joé Bousquet a accueilli, entre autres, Paul Éluard, Jean Paulhan, Louis Aragon et Elsa Triolet, sans parler des nombreux peintres amis venus illuminer de leur palette cet univers poétique si singulier. Dans la chambre de Bousquet eut lieu au printemps de 1940 une discussion dense, sinon âpre, entre l'équipe des Cahiers du Sud, qui préparait son numéro sur le génidoc, et Louis Aragon, qui s'en souviendra dans un texte important, La leçon de Ribérac, dont peut-être Olivier Barbaran dira un mot, puisqu'il l'a réédité dans les œuvres complètes de poétique d'Aragon dans la Pléiade. Donc, il s'en souviendra dans ce texte, La leçon de Ribérac, où il évoque Chrétien de Troyes, mais aussi et surtout le troubadour Arnaud Daniel, originaire de ce bourg du Périgord, cité par Dante et Pétrarque, inventeur de la sextine,
un genre poétique très complexe. Olivier Barbaran, je viens de le dire, a republié ce texte dans La Pléiade. À Carcassonne, toujours, vécut enfant André Chénier, le temps d'emmagasiner dans sa mémoire le souvenir d'un pèlerinage à Notre-Dame de Marseille, à Pieusse, près de Limoux, dont témoigne une courte prose retrouvée dans ses papiers. Pieusse, c'est le village où a grandi Joseph Delteil, comme Charles Cros entre Fabrezan et La Grasse, nous l'avons déjà dit. Et Carcassonne encore, où est né Fabre d'Églantine, guillotiné comme Chénier. Enfin, vous voyez comment les choses se tissent. Où vécut encore Carcassonne René Nelly, à qui l'on doit une formidable étude sur l'érotique des troubadours, toujours rééditée, et dont l'œuvre poétique, loin d'être négligeable, mériterait par contre, elle, une véritable réédition. Enfin, j'aimerais citer François-Paul Alibert, qui fut l'ami d'André Gide, tombé complètement dans l'oubli, poète classique, ainsi que le nommé Joé Bousquet, auprès de qui le futur auteur de Traducit du silence fit ses premières armes littéraires. J'en oublie, sans doute. Henri Bataille, allez, né à Nîmes, mort à Rueil-Malmaison, mais enterré dans les garrigues de l'Alaric à Moux, où a également vécu Jean Lebros, lui aussi quelque peu oublié. Et Conques-sur-Orbiel, d'où est originaire Jacques Roubaud, l'un des chefs de file de l'Oulipo, auteur lui aussi d'un travail monumental sur l'art formel des troubadours, publié sous le titre La fleur inverse, emprunté à Rimbaud d'Orange. Mais brisons là cette énumération. Bien que les surréalistes aient expérimenté l'essence poétique des bottins et des catalogues, je voulais simplement proposer pour rappeler que nous pouvons nous sentir ici en lieu sûr, à tout le moins, en pas si mauvaise compagnie. Dans son grand poème élégiaque « Le pain et le vin », composé durant l'automne 1800, Hölderlin pose une question. Je vais la lire directement en français parce que je ne suis pas du tout germanophile et je vais prononcer ça de manière catastrophique. La question c'est « Wozu Dichter », je ne sais pas quoi, qui signifie, déjà j'ai dû me tromper sur Dichter, « À quoi bon des poètes en un temps de manque ?» avec toute la difficulté que pose la traduction de « dürftig », qui n'a pas d'équivalent incontestable en français, disent les spécialistes. En 1978, paru sous ce titre aux éditions du Soleil Noir, le résultat d'une enquête menée auprès de quelques 150 poètes et artistes, à qui la question d'Hölderlin fut posée. Pour Jean-Christophe Bailly, l'un des initiateurs du projet, elle est la question même de la poésie. René Char, dans sa réponse, y avait vu, je le cite, une révolte légitime en opposition à l'infernale foire de la société de toutes les couleurs qui nous brocante. Nous y sommes, hein? Nous y sommes. La préface de Philippe Jacotet au volume des œuvres d'Hölderlin dont il fut l'éditeur pour la Pléiade est encore à verser au débat. Dans ce texte, le poète traducteur rappelle qu'il ne faut jamais perdre de vue l'innocence où la poésie demeure, ne pas oublier que, il cite Hölderlin, maintenant cela fleurit en pauvre lieu, c'est-à-dire, insiste Jacotet, non pas où abonde la connaissance, mais plutôt où il y a dénuement et doute. Nous pourrions partir de ce manque-là, de cette nudité, pour interroger la chose étrange qu'on appelle une langue et dans laquelle Jo Bousquet avait reconnu un interlocuteur nocturne. Et puisque nous allons visionner tout de suite le film de Pierre Dumayet et Robert Baubert, consacré à Pierre Reverdy, avant-gardiste s'il en fut, terminer avec Reverdy quelque part s'imposait. Je voudrais donc lire son poème « Chemin tournant » qui ouvre le recueil « Source du vent » paru en 1929, tant ce texte, vous allez l'entendre, me paraît questionner la poésie. Dans sa préface au volume de la collection Poésie Gallimard, ici un peu en lambeaux parce qu'il m'a beaucoup servi, Michel de Guy y voit un coup de grisou, sans doute par un jeu de miroir avec le gris de poussière sur lequel s'ouvre le poème. C'est pour Michel de Guy un poème simple, où nous lisons la règle de lisibilité des choses. Poésie du monde, ou poésie au monde. Poème pauvre, ajoute Michel de Guy, qui fait ici quoi? Philippe Jacotet, en avançant que ce qui hante le poème n'est pas de l'ordre du savoir. Non, le poème
et retour obstiné du marcheur au bord d'une falaise, là où, je cite toujours de Guy, vient finir la terre. Qui sait si Rimbaud n'a pas atteint ce point où la réalité se dispose en bord d'elle-même. La poésie donc en lisière du monde, de la lisière à la marge, convenons que peut-être il n'y a qu'un pas. Donc voici Chemin tournant de Pierre Reverdy. Il y a un terrible gris de poussière dans le temps, un vent du sud avec de fortes ailes, les échos sourds de l'eau dans le soir chavirant et dans la nuit mouillée qui jaillit du tournant, des voix rugueuses qui se plaignent. Un goût de cendre sur la langue, un bruit d'orgue dans les sentiers, le navire du cœur qui tangue, tous les désastres du métier. Quand les feux du désert s'éteignent un à un, quand les yeux sont mouillés comme des brins d'herbe, quand la rosée descend les pieds nus sur les feuilles, le matin à peine levé, il y a quelqu'un qui cherche, une adresse perdue sur un chemin caché. Les astres dérouillés et les fleurs dégringolent à travers les branches cassées. Et le ruisseau obscur essuie ses lèvres molles, à peine décollées. Quand le pas du marcheur sur le cadran qui compte règle le mouvement et pousse l'horizon, tous les cris sont passés, tous les temps se rencontrent. Et moi je marche au ciel, les yeux dans les rayons. Il y a du bruit pour rien et des noms dans ma tête, des visages vivants. Tout ce qui s'est passé au monde est cette fête où j'ai perdu mon temps. J'espère ne pas vous avoir fait perdre le vôtre. Je vous remercie.